Suspense. Moment nous t'attendons l'arrivée. Mesdames et messieurs, nous faisons toute semaine après une déclaration Emmanuel Macron sous dossier d'aide de l'indépendance là. 150 millions de francs d'or en or que bien sûr, il a été forcé Jean-Pierre Boyer pour lui capable de payer pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. Eh bien, je fais tout le temps à chercher. De temps en temps, je refresh France 24, je refresh l'Élysée, je refresh le Parisien pour me capable d'entendre et ouais discours Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, il n'a pas trouvé nécessaire de faire un discours en direct. Mais bien sûr, l'Élysée sortit une note, ou du moins un texte, pour capable de position Emmanuel Macron sous dossier d'aide de l'indépendance. Nous lisons texte, mesdames et messieurs, pas rien qui est pour ensemble avec réparation de la dette dans le dossier ci là. Faut que moi capable dire nous, mesdames et messieurs, que bien sûr, il y a un comité là qui pourra le mettre sous pied, il y a un comité franco-haïtien mais qui pourra gagner pour capable travailler sous mémoire de la dette. Gagner Monsieur Géours qui a représenté la France, mesdames et messieurs, et Madame Pouchet qui a gagné pour lui capable de représenter le pays d'Haïti dans le comité si là pour capable travailler sous mémoire. Selon Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, mémoire là par une sorte de ombre qui a sombré conscience, mais on l'esprit pour, en fait, une lumière pour lui capable d'éclairer l'esprit. Bon, on va raconter nous, on va chita raconter nous, qui ça que le président lui-même lui dit en détail. Mais bien sûr, m'a affiché texte qui sorti dans Élysée là, ensemble avec nous, mesdames et messieurs, pour nous capables et comprendre qui sa parole l'a fait exactement. Il parlait, ok? Et comment nommer moi là encore? L'injustice initiale. L'injustice initiale de la dette d'Haïti, c'est comme ça, mémoire là, mesdames et messieurs, Libral gagné pour lui capable de titrer. Monsieur a parlé de, eh bien, une injustice totale que Wachal dit c'était fait. Nous devons travailler sur un avenir beaucoup plus éclairé. Et pour cela, mesdames et messieurs, vous arrivez à mettre sous pied commission si là. Donc, parler de réparation de la dette, l'hypoco dans le calendrier Emmanuel Macron, peut-être pour l'avenir. Et faut que moi dis nous, la France a pris un gros coup de pied dans différents pays en Afrique. Bien sûr, les besoin l'autre monde là dans moment pour le pololo, pas l'autre que Haïti qui a des problèmes là confronté au quotidien, mesdames et messieurs. Donc oui, il te promet que la parler de dossier, il parler de dossier, il renouveler, OK? Il renouveler le fait que la France a toujours campé bon côté Haïti dans la situation si là. Coopération entre la France et Haïti, mesdames et messieurs, yo pral rendre plus solide dans jour qui a venir là. En tout cas, quittez nous ensemble avec notre nous, n'a gagné pour nous discuter ça autour de live nous demain si Dieu veut, mais nous pas oublier oh oui, une cérémonie de commémoration de la dette de l'indépendance, mesdames et messieurs, qui fête jeudi là. Les six Voltaire, et comment s'appelle-t-il encore? Fritz Alphonse Jean, tout le monde ça été présent, mesdames et messieurs, pour être capable de parler, pour être capable d'expliquer. Qui charge que dossier dette ça lui-même li mettait sous dos pays d'Haïti, mais jusqu'à présent yo pas comparer pour yo poser aucune action pour yo demander justice et réparation envers Haïti. Mesdames et messieurs, n'a invité pour capable tendre ensemble de discours ça yo ensemble avec nous. L'humanité est reconnue par l'État français et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour se débarrasser de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. C'est en effet le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526
canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons, les 500 000 esclaves et les plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix établis douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 150 années, nous ne pas en retard dans point ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debré d'un côté et de l'autre par le ministre du Marbre de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 10 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025 et nous lui devons notre respect. Je vous remercie. Le ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs
les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. En 1825, le baron de Marco est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Auction-la-Vie, Gravémande et Franco-Médina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fut enfermé le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Marco jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, c'est d'ailleurs l'héritage de l'aujourd'hui, les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'a donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Marco, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivé en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables de colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contrainte au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux
et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un grand arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif haïtianisme ou haïtianité devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des hymnes tels « Les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté ». De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. L'accord sur l'indemnité a été obtenu sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 128 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blancpain dans ce livre qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer ce État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs. Émise, bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exsangue devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Cette ponction sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitue des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital ici en Haïti. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence et surtout provoquer l'échec manifeste de pareille démarche. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites
et monétisés au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappés des injonctions de l'ordonnance de jadis et phagocytés par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant par l'Union française. Il fallait le dire. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti ne devait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore, avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport MAP nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux, nous interpelle, excuse-moi, aujourd'hui, à plusieurs niveaux, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et pour clôturer la cérémonie de ce matin, nous vous invitons à prendre le verre d'honneur avec nous, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes suivre ensemble avec moi. Toutes amis personnels, ancien DG, SMGRS là, Magali habitant, toutes amis ça yo, mesdames et messieurs, c'est des séries de monde dans moment qui sorti au chaud, qui sorti au fret. Bon, bien sûr. Jean Rebelle d'Orsena a expliqué pour qui raison exactement non le fait citer dans le dossier Magali habitant.
n'a rappelé nous que Jean-Robert Dorsena, il est le type 1, c'est type ça qui est pour ensemble avec Conseil des armements national en le pays d'Haïti. Non cité dans le rapport DCPJ ensemble avec connivence Magali habitant mesdames et messieurs, n'a invité pour capable de ensemble avec nous Jean-Robert Dorsena. Nous allons parler avec Jean-Robert Dorsena qui lui-même souhaitait porter quelques précisions là par rapport à non qui est cité dans le rapport rapport des CPJ. Jean-Robert Dorsena, bonjour. Bonjour Gaguet, bonjour Johnny, bonjour tout auditeur, tout le monde qui attendait. On a des hommes, bonjour. Et une précision mon porté pour nous. Bon, la Commission nationale de désarmement, c'est une commission qui l'aime de la dame qui est responsable pour parler avec tous messieurs, dames. On a les droits au but sur question kidnapping. Les kidnappings dans des faits sont, et pas seuls kidnapping, non, sur tout kidnapping. À l'époque, le président de la République a été élément. On parle de Jovenel Moïse. L'idée de me suivre et dossier ça pour lui pas à pas. Même de dire, pour famille, nous avons déposé une plainte de CPJ avant, comme nous toujours fait, avant pour nous parler là-dedans. Bref, jour ça, 2 jours avant de parler avec Magali, oui. Et puis après ça, nous avons continué pour nous suivre le dossier. Mais le président a dit comme ça, là, regardez le ouais, il kidnappe un monde, et puis c'est dans la piscine, c'est dans. J'ai fonctionné comme si c'est bon kidnapping, est-ce qu'il n'y a pas un auto-kidnapping? Il a demandé pour la commission faire contact avec des CPJ. Dès que nous avons lagué pour mener dans des CPJ, parce qu'on a une équipe expert, on peut pas n'importe monde menti, mais on ne peut pas des critères des CPJ menti. C'est dans le contexte ça, et puis Madame Magali habite à Alpramon, lui remettre Delma 75 vrai. Et puis moi-même, c'est pas moi-même qui travaille beaucoup de la police, c'est le commissaire Alan qui travaille beaucoup de la police, d'accompagner des commissaires Alan. Commissaire Alan prend Mounio, mené dans des CPJ jusqu'à ce que ça te font paquet tourner. Il a dit Mounio saute dans kidnapping, il a arrêté. Mais pas d'explication que tu bailles sur ça. C'est pour des CPJ qui attendent Mounio pour screener, pour voir comment le kidnapping a été fait. C'est justement ça. Après ça, nous ne pas connaître ça qui a passé. C'est seulement. Oui. Ça veut dire que des CPJ pas attendent de Dominicains avec l'autre citoyen. Bon, moi-même, les autorités météo, c'est le commissaire Alan qui t'a lavé. C'est pas comment. Où mettre qui côté? Où mettre des CPJ? 3 piliers dans la commission. Non, il y a remettre qui côté? Démantèlement, c'est le commissaire Alan qui est responsable. Et il y a une réinsertion dans l'autre groupe qui était responsable. Les ça, le commissaire Alan lui-même était à la avec eux dans des CPJ. Ok. Et puis, jusqu'à ce que. Par contre, qui ça, enquête de CPJ a dit sur ça. C'est bon, dans le cadre de travail, même la commission handicap, depuis que nous avons fait violence à Zamba, ça était venu dans le contexte. Donc, vous voulez dire que c'est dans le cadre de travail ou qu'il faut qu'on aille chercher, monsieur? Exactement. Ok. On a une question? Oui, alors, moi, noté vous dites. Et CNDDA, l'autre la donne, était responsabilité par là avec monsieur. Après, on dit monsieur Damio. Et je vais préciser ça pour nous. Et il y a une dame parmi eux. En pile. Ah bon? Non, on n'a pas parmi parmi chef gang. Chef, oui. Oui, moi, je dis en pile. En quelle femme d'eau? Et vous connaissez pas la commission encore, mais
Obligé de prendre précaution sur ça. Merci, monsieur. Bonne journée, m'entendez nous là. C'est bon Dieu béni. Aïe, bon, Israël. On respecte le quota. Non, ça a étonné, mais oui, faut me dire ça. Non, mais une bataille qui était de gens. Elle dit dans toute sphère société, dans toute. Comme il y a un droit, comment dire? Non, oui, faut me dire ça. Pas de comme ça, oui. Dans ce année dit ça, ça a retenu attention, tout noté. Non, mais il y a qui qui examine, mais oui, pas qu'on voit. C'est le gars qui a dit, monsieur. Qui porte des armes. Il y a quelqu'un qui sur réseau, comme madame. Nous venons dans relation. Et voilà, mesdames et messieurs, Jean-Robert d'Orsena. Et c'est là nous mettons bout de temps pour aujourd'hui. Rendez-vous nous casser demain si je veux 6h boule pour nous capables de continuer à informer. D'ici là, nous souhaitons passer. Yo beau jeudi, yo beau fait la journée. N'a croisé demain si je veux 6h.